Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui parle du présent en prenant la fin comme point de départ. Je m'appelle Raphaël Charrier et je suis pasteur à Grenoble. Et je m'appelle Mathieu Giralt, pasteur à YouTube, et on est tous les deux blogueurs sur toutpoursagloire.com. Et on vous souhaite une bonne année. Et oui, bonne année 2022. Bonne année 2022, tout ça, etc., etc. Voilà, on n'a Tous pas nos le temps voeux de, on et n'a pas le temps de niaiser. voilà, et surtout la santé, Et surtout, comme qui dirait. Memento Mori. Et surtout Memento Mori, c'est vrai. Et surtout Memento Mori. Ouais, il y aura peut-être pas de 2023 pour nous, Dieu seul le sait, Exactement. mais ça lui appartient. C'est pour ça que nous apprenons à compter nos jours, pour nous conduire avec sagesse. Hmm. Et du coup, comme on est content de vous retrouver, qu'est-ce qu'on s'est dit, Mathieu? On s'est dit qu'on allait bien commencer l'année. Et oui, et une fois n'est pas coutume, on va parler de... Et non, et pas de productivité. Et oui, Et c'est non. vrai. Et non. Et non. D'ailleurs, moi, j'ai pas lu de livre de productivité Non, moi aussi, depuis quelques comme je temps. t'avais dit, moi je fais une pause, ils m'ont un peu tous saoulé finalement. Enfin voilà, j'en ai De toute marre. façon, ils disent tous la même chose. Ouais, c'est ça. C'est au bout d'un moment, voilà, t'as vite fait le tour. Tu ferais des études. Tu vois, je sais pas, t'as un sociologue qui se concentre sur ces bouquins-là, tu vois, ou qui bosse là-dessus, ça doit être chiant à mourir. Au bout d'un moment, tu dois te Alors, dégueuler je de ces pense bouquins-là. que moi, il y a encore des trucs qui m'intéressent là-dedans et je suis un petit peu le game de loin. Mais les choses qui m'intéressent, c'est des gens qui proposent des outils qui sont nouveaux, tu vois. Hmm. Euh, je Genre? sais que j'avais été très intéressé par toute la truc autour de Ouais. Rome Research, où il y a d'autres outils comme Obsidian et tout. Ça, c'était l'an dernier. Je pense que j'ai pas mal bassiné avec ça. Obsidian, c'est quoi? Non, Obsidian, je vous en avais pas parlé, mais c'est une alternative un petit peu à Rome, tu vois. D'accord, ok. Avec tout ce système qui s'appelle Zettelkasten, qui est un système d'organisation de la pensée, etc. Enfin bref, tous ces outils-là, moi, je trouve ça encore assez cool. Hmm. Et j'ai découvert un mec, alors je mettrai le lien, c'est un grand malade. C'est ce genre de mec où c'est des ultra nerds. Ouais. Et le mec, il a reproduit le système de Jonathan Edwards, où c'est un petit peu le même système que le Zettelkasten, Ouais. où Jonathan Edwards, il avait des journaux de miscellanée. Donc, c'est des idées un peu en vrac, tu vois, Ouais. où il notait. Il avait, alors, je te la fais très courte et un peu Ouais. fouillis, Ouais. mais en gros, il avait plusieurs entrées. Dans plusieurs, il avait un journal, il avait une Bible, tu sais, il s'était fait une Bible avec. Oui, oui, des Euh, commentaires ou. non, avec une. Alors, je me rappelle plus, est-ce que c'était une page blanche et une page de Bible, ou alors il s'était fait, je crois, des espèces de marges de malade autour de sa Bible. Et alors, moi, j'ai ça comme souvenir, mais. Je crois que c'est ça. Ouais. Et donc, à chaque fois qu'il notait, soit sur un thème particulier, soit sur un passage particulier, quelque part, Mhm. il reportait un numéro et il s'est fait une espèce de correspondance entre toute sa pensée Ouais, c'est sur plusieurs concordance, quoi. supports Ouais, ouais. différents sur des dizaines d'années. Ouais, ouais. Et ce mec est en train de reproduire ça. D'accord. Euh, donc, c'est un grand malade. Et c'est génial. Enfin, je mettrai le lien là. Et c'est génial. Alors, tu vois, c'est des mecs qui sont pas faits comme nous. Oui, oui. Ils ont d'autres Toi, tu te choses à dis, faire, ouais, quoi. c'est trop beau, mais jamais de la vie, je ferai ça, tu vois. Ouais, j'ai pas le temps, quoi. J'ai pas le temps. Et puis, faut être rigoureux, tu vois. C'est le genre de système, en fait, c'est pas très souple. Ouais. C'est genre, il faut le faire tout le temps, sinon ton truc, il sert à rien. Enfin, il sert à Ouais, rien. ouais. Mais en tout cas, c'est le genre de truc qui continue de m'intéresser. Je veux dire, ah, il y a quand même des trucs qui sont assez intéressants, ou peut-être, tu vois, il y a une idée dans ce qu'ils font qui peut être intéressant, ou m'encourager à commencer un truc auquel j'avais pensé, etc. Ouais, Mais ouais. bref, le livre dont on va parler, c'est pas un livre de productivité. Pas du tout. Euh, c'est un livre qui nous parle de sagesse. De Et c'est marrant, sagesse. c'est pas moi qui t'en avais parlé, Raph, c'est toi qui est tombé comme ça dessus. C'est moi qui t'en ai parlé, que ça serait cool de le faire, et tu m'as dit, ah bah je l'ai lu.
Ah oui, c'est ça. Non, mais je veux dire, à la base, tu l'as pas lu parce que moi, je t'en ai parlé. Non, je l'ai lu parce qu'il a gagné plein de prix euh, aux Ah, États-Unis. j'avais pas vu ça. Ouais, ouais, il a gagné. Alors, je crois qu'il est arrivé de mémoire. Il a gagné le prix de la TGC. Bon, le mec, en même temps, il bosse pour la TGC, donc tu te dis, bon. Mais bon, enfin, c'est un comité, c'est pas lui qui s'est élu, hein, mais c'est un comité qui l'a élu. Ouais, ouais, Et j'espère. il est arrivé, je crois, deuxième chez Christianity Today ou un truc comme ça. Ok. Ah ouais, je savais Euh, pas ça. C'est super. ouais, ouais, ouais. Donc voilà. Et donc, le livre, c'est The The Wisdom Wisdom, Pyramid. voilà, qu'on montre ici, hein, pour ceux qui nous suivent sur YouTube. Pour les autres, eh ben, vous imaginez un livre avec un titre, The Wisdom Pyramid, et une espèce de pyramide dessus. Donc l'auteur, c'est Brett McCracken. Alors le mec, il a quand même... Alors je sais qu'on m'avait dit une fois déjà faire gaffe avec les noms de famille et tout, mais en même temps, bon, je m'appelle Charrier, donc voilà. Mais le mec, quand même, son nom de famille, c'est McCracken. C'est pas mal, hein. Le mec, c'est un Mac et c'est le Mac Kraken. Enfin, quand même, c'est quand même assez badass comme nom. Enfin, je trouve ça cool. Et t'imagines s'il s'appelait Mac Cracker? Ouais, c'est ça. Direct à l'image d'un tuc. C'est ça. Il aurait pu s'appeler Mac Sardine, tu vois, ou Mac Anchois, mais c'est Mac Kraken, tu vois. C'est même pas Ouais. Mac Poulpe ou Mac Calamar, c'est Mac Kraken. C'est quand même assez cool. Bref. Du coup, euh, The Pyramid Wisdom. Voilà. Et je voulais me le lire en cette fin d'année parce que je me suis dit j'ai besoin de sagesse. Euh, et du coup, voilà, c'est comme ça qu'on en est arrivé à le lire. Et toi, tu l'avais déjà lu de ton côté, c'est cela? Ouais, moi je l'avais lu il y a quelques mois, je pense cet été ou à la rentrée, je me rappelle plus. D'accord. Ok. Euh, je crois que c'est cet été. Ouais. C'est cet été puisque ouais, je me rappelle un moment où je l'ai lu. Voilà. Il y a encore Euh, des grains de sable entre quelques pages, c'est ça? non, c'était quand je suis allé me faire vacciner. Bah voilà. Euh, Et alors, pourquoi il s'appelle Wisdom Pyramid? Parce que il reprend. euh, Ah, mais on en parle tout à l'heure. Tu as on une en parle question après. là-dessus. On va en parler après. Ouais, Ah ouais, là c'est ça. là, le Non, mais là, suspense. t'allais nous spoiler tout le truc là. J'allais vous spoiler de Ouais. ouf. Ouais, ouais. Euh, Et donc, ouais, moi, la première, enfin, la première chose, c'était en fait pourquoi proposer finalement de faire la recension de ce livre. Alors, bon, la première chose, c'est que c'est un livre qui a été reconnu par ses pairs comme étant un excellent bouquin. Je ne sais pas si un jour il sera traduit ou pas. J'imagine que les éditeurs français s'intéressent de près des livres qui sont pas trop gros et qui gagnent des prix comme ça. L'année dernière, chez TJC, c'était euh, celui dont j'ai parlé mille fois, de Truman, qui avait gagné le prix, le Modern Self, là, Ouais. mais qui est énorme et qui doit coûter un bras à traduire. Celui-là, il est beaucoup plus petit. On parle d'un bouquin qui fait 167 pages. Donc ça reste un bouquin tout à fait abordable. Donc c'est cool de faire la recension d'un bouquin comme ça. Et moi, je le trouvais à propos dans le contexte dans lequel on vit et aussi d'un mauvais pli que j'ai pu prendre ces derniers temps avec notamment avec la crise Covid. euh, C'était de passer beaucoup plus de temps que je ne faisais avant et les résolutions que j'avais prises sur Internet. Euh, et du coup, en fait, de voir que c'était quelque chose qui reprenait doucement mais sûrement une place que j'avais décidé que les écrans n'auraient pas, le temps passé voilà, sur le net. Et finalement, j'ai vu moi que c'était quelque chose qui revenait souvent et je me suis dit, bah tiens, c'est un bouquin qui va m'aider encore à réfléchir là-dessus. Hmm. Et c'était plutôt cool. Et toi, de ton côté, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'intéressait aussi pour une recension? Ouais. Bien. Est-ce que tu veux bien nous dire, s'il te plaît, nous faire Ouais, cette ouais. grâce?
Non, mais je sais pas où j'avais vu passer ça. J'étais assez intrigué euh, par un livre qui parle encore de ça, alors qu'on en a eu quand même plusieurs, Oui, et qui recevait des échos favorables. Je l'ai plus lu quand je l'ai lu par curiosité que ouais. plutôt par nécessité par rapport à Ouais. là où j'en étais. Et j'avoue que là, l'avoir reparcouru pour l'épisode, ça m'a refait du bien parce que je me suis dit, moi aussi, je suis dans le déjà et pas encore cette semaine. C'est-à-dire que Ouais. ce que je trouve cool aussi avec ce genre de livre et ce genre de sujet et ce genre de période, on aime beaucoup les débuts d'année. Pourquoi? Parce Mm, que c'est une respiration aussi, on prend un peu de mm, recul. Moi, comme toi, j'imagine, on avait la tête dans le guidon depuis plusieurs mois, mm, avec des changements de rythme et tout pour ma part, avec déménagement, deuxième bébé, machin. mm. Et du coup, réfléchir à nos usages des médias et la question de notre rythme, c'est toujours en fait l'occasion de se questionner, est-ce qu'on est en train de marcher dans la bonne direction? Et j'ai prêché sur Philippiens 1 euh, dimanche dernier Mhm. et j'ai la fin de Vous la commencez prière Philippiens, du coup, Non, j'imagine? non, non, C'est juste comme ça? Ouais. c'était un one-shot pour la nouvelle Pour la année. rentrée? Parce que nous, on va faire Philippiens après l'Ecclésiaste. Ah ouais, trop bien. Ouais. Non, là, c'était un one-shot, Ouais. on reprend normalement après. Mais on a une prière au début du chapitre 1. La première partie, c'est une prière de reconnaissance. La deuxième partie, c'est une prière d'intercession. Et Paul demande, ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et la louange de Dieu. Et donc, je me suis dit, waouh, euh, il y a plein de thèmes en fait qui faisaient écho à ce à quoi j'étais en train de réfléchir dans cette période de transition de nouvelle année, de résolution, de réfléchir le rythme, Mm, mm. de recalibrage un petit peu, avec cette idée d'un amour qui augmente en connaissance et en intelligence. Euh, c'est aussi ce que prie Paul dans le début de Colossiens, dans le chapitre 1, avec cette idée de discerner la volonté de Dieu. Mm. Et là, c'est pareil, le discernement des choses les meilleures. Ouais. Dans une autre version, on a le discernement de ce qui est essentiel. Et je me suis dit, ah ouais, ça va pile aussi avec ce livre qui parle de sagesse et de distraction Ouais. et de dire finalement comment on peut grandir dans ce discernement. Et là, euh, il y a vraiment cette idée que cet amour qui augmente en connaissance, il nous aide à discerner les choses les meilleures pour qu'on soit pur et irréprochable pour le jour de Christ. Mm. Donc c'est vraiment cette conformité à Dieu avec une perspective memento mori. Donc ouais, il y a plein de trucs Ouais. qui ont fait écho, tu vois. Ouais, ouais. Je crois que t'allais te chauffer, que t'étais parti pour nous faire ta prédication là. J'étais un peu chaud là. Je t'avoue J'ai que dit, j'étais le gars, ça y est, il est parti, il va nous faire le truc. je t'avoue que j'étais un peu chaud. Non, mais c'est ça, je pense. Je trouve que. Ouais, non, tu vas poser la question de la pertinence, on va en parler tout à l'heure. Mais voilà, Ouais, ouais. pourquoi on en parle aussi en début d'année? C'est que je trouve que le début d'année, je trouve que c'est intelligent de parler de sagesse. Et peut-être qu'une des résolutions qu'on voudrait avoir pour 2022 et qu'on vous souhaite, à vous qui nous écoutez, c'est de grandir en sagesse. Ouais. Euh, je pense que c'est Ouais. un des thèmes qui était éminemment important et qui est maintenant un petit peu sous-coté, ou en tout cas on n'en parle pas beaucoup. Mm. Et j'ai relu les proverbes là, le mois dernier, et il y a vraiment ce truc euh, de l'homme sage. Euh, et et c'est fou, on en parlait dans mon groupe de croissance, on lisait dans le groupe de croissance, et j'ai un frère, Marc, qui a fait cette remarque, tu vois, et on parlait du portrait de l'homme sage. Et il dit, mais on parle pas beaucoup de sagesse, tu vois. On, on, on sait, finalement, on sait pas trop à quoi ça ressemble parce qu'on en parle beaucoup moins. Et Mm. peut-être que, un des biais de cet âge de l'information, c'est qu'on a élevé la connaissance, tu vois, on a sacrifié un peu la sagesse sur l'autel de la connaissance.
Ouais, tout à fait. Euh, Tout à fait. et, et notamment sur la question du silence, de l'écoute, de la réflexion, du temps, etc. Mm. Donc voilà, il y a plein de trucs, je pense qu'il faut redécouvrir, puiser dans les richesses de la parole concernant la sagesse. Ouais, tout à fait. Et surtout qu'on est dans une période assez folle. Et je pense que aussi ce livre a eu un écho parce qu'il fait on va y venir, mais en gros, il fait le lien, enfin, il s'intéresse à la sagesse, mais qu'il euh, contextualise dans notre époque, une époque Hmm. justement où il fait référence plusieurs fois à ça, à la question de la crise Covid, à la question des réseaux sociaux. Les États-Unis ont été vraiment bouleversés par différents mouvements. Il y a eu MeToo, il y a eu Black Lives Matter, il y a le Covid, il y a eu tout ce qui s'est passé avec les élections, avec Trump, etc. Et la question il y a une vraie crise euh, d'information, une vraie crise de questions en fait épistémologiques, hein, qu'est-ce que la vérité, où est-ce qu'on trouve la vérité dans ce monde là, et la personne qui se pose la question bah, où est-ce que je vais trouver la vérité, finalement c'est quelqu'un qui veut être sage et qui veut avoir une connaissance qui est fiable. Et en fait, on se rend compte avec ce qu'on vit. Alors nous aussi, on est traversé par nos crises. Hein, on n'est pas exempt de tout ça. En France en particulier, ça va pas forcément bien. Et on voit effectivement, finalement, la crise révèle aussi le cœur de l'homme et montre aussi sa folie. Et moi-même, alors que je suis pas sur les réseaux sociaux ou etc., quand tu t'informes et que tu lis les articles et que tu vois les réactions et que tu vois maintenant, par exemple, la part dans les différents journaux qui est liée aux fake news, où, tu vois, avant les journaux t'informaient de faits et maintenant ils t'informent de faits qui sont faux. Enfin, tu vois, ils veulent débunker Hmm. des. Tu vois, on en est venu quand même à des trucs de fou. Il y a une vraie crise de confiance, de connaissance, etc. dans notre société et on passe énormément de temps à s'informer sans être conscient que ces choses-là, finalement, vont avoir un impact sur nous, sur notre relation avec Dieu, sur notre relation avec notre prochain. Et finalement, bah, ce livre aborde la question de la sagesse, mais avec l'angle un petit peu de la question de l'information, de l'hygiène de vie vis-à-vis des médias, des écrans, etc. Et donc, je trouve que c'était vraiment intéressant. Ça rejoint les livres de Tony Reinke Ranky, ouais. qu'on aime bien. Il y avait celui sur le smartphone qui a été traduit hein, en français. Oui, tout à fait, ouais. Euh, il y a aussi La guerre des spectacles aussi qui avait été traduit. Ça rejoint aussi dans l'analyse les travaux de Cal Newport, qu'on Ouais. apprécie aussi beaucoup, euh, et puis d'autres aussi, hein, comme lui. Donc c'est vrai que si tu as lu ce qu'a déjà écrit Tony Reinke, t'aimes bien le travail de Cal Newport et tu réfléchis beaucoup bah, sur le fait que c'est il faut prendre du recul un petit peu par rapport à notre usage des réseaux sociaux, des écrans, etc. Tu vas pas découvrir, tu vas pas dire waouh, purée, quelle Hmm. grande découverte. Mais je trouve qu'il a le mérite de faire une synthèse qui est bonne. Et c'est surtout après l'apport de la réflexion sur la sagesse qui est aussi intéressant là-dessus. Quoi. Ouais, tout à fait. Ouais. Alors peut-être ce qui est intéressant, c'est de comprendre finalement le titre et la thèse du livre. Hein, et donc ça s'appelle The Wisdom Pyramid. On pourrait dire la pyramide de la sagesse. C'est quoi cette pyramide de la sagesse? Ça va nous aider à comprendre la thèse du livre d'une manière générale. Est-ce que tu veux nous expliquer pourquoi il utilise cette image-là de pyramide de sagesse? Absolument. Donc, sur la couverture, on voit une pyramide et il y a plusieurs étages. Et on pense à
peut-être, on pourrait penser à la pyramide de Maslow, qui est un truc en sociologie ou en psychologie Mm. qui date des années 50, je crois. Mais en fait, ça fait plus référence à une pyramide qui est la pyramide de l'alimentation, où peut-être, vous avez vu cette image où en bas, on a ce qui devrait être le socle de notre alimentation, ce qu'on devrait consommer le plus et qui est le plus sain. Et à chaque étage, au fur et à mesure qu'on monte la pyramide, on a ce dont on a le moins besoin et ce qu'on devrait consommer moins. Voilà. Et donc, il y a une métaphore qui est employée ici, c'est celle de la consommation. Et donc, il y a un peu comme ça une métaphore qui est employée tout au long du livre, où il nous dit que pour devenir plus sage à l'âge de l'information, on doit mieux discerner ce que nous consommons, parce que ce que nous consommons eh bien, va déterminer soit notre degré de sagesse, soit notre degré de folie. Donc le livre est divisé en deux. Dans la première partie, il y a un petit peu l'état du problème, où là encore, on a, en utilisant la métaphore de la consommation, les problèmes dans notre consommation. Mm. Pourquoi notre consommation de médias pose problème et nous mène à la folie. Et dans la deuxième partie, c'est un peu l'antidote, c'est-à-dire, eh bien, si on remettait les choses à leur bonne place et si la pyramide était bien agencée, si notre consommation suivait les recommandations un petit peu de sagesse, eh bien, que devrions-nous consommer le plus? Mais aussi, ce que je trouve important dans ce livre, c'est que euh, déjà, la première partie, la partie recherche, elle est assez bien documentée. On n'est pas dans. Alors, c'est pas aussi documenté qu'un travail de Tony Oui, Reinke, qui est aussi formation de journaliste, etc. Mais on n'est pas dans le lieu commun oui, oui, oui. ou des espèces de poncifs comme ça balayés à la truelle. Euh, mais on a quand même quelque chose qui est assez fin, qui est assez documenté. Et puis dans la deuxième partie, on a une place pour ce qui fait aussi notre quotidien. Je pense à la question, tu vois, des médias ou des réseaux sociaux qui sont dans la pyramide. Alors bien sûr qu'ils Mm. retrouvent leur place, c'est-à-dire ils ne devraient pas constituer la majorité de notre consommation. Ils devraient être tout en haut de la pyramide. Mais il y a une place pour une sagesse qui se trouve sur les réseaux sociaux. Et ça, j'ai trouvé intéressant. Donc, c'est un peu la Oui, oui. perspective de la grâce commune, quoi. Oui, oui, c'est ça. Pour faire simple, c'est exactement ça. Ouais. Ouais. Donc, voilà la thèse du livre. La thèse du C'est ça. livre, c'est ce que tu manges va à la fois déterminer et façonner soit ta folie, soit ta sagesse. Voilà. Et on est dans une culture qui se caractérise par son manque de sagesse. Euh, et en fait, lui, ce qu'il dit, c'est que donc si la base... Alors, on peut mentionner simplement chacun des étages. Hein. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 étages. Donc, il dit de ce qui va nourrir notre sagesse. Il dit premièrement, c'est les Écritures, la Bible, parce que tout vient de la parole de Dieu. Hein. Deuxièmement, l'Église. Troisièmement, la nature. Quatrièmement, de bons livres. Cinquièmement, la beauté. Et sixièmement, tout ce qui est justement digital, nos smartphones, Internet, etc. Et en fait, l'idée, c'est que qu'il défend, c'est qu'en fait, nous, on a tendance à retourner la pyramide. C'est-à-dire Hmm. qu'on va rechercher la sagesse et on va passer beaucoup de temps comme si on mangeait énormément en fait de ce qui devrait être juste utilisé avec parcimonie. Ça va être justement tout notre temps sur internet, sur les réseaux sociaux, etc. Enfin bref, là-dessus. Et en fait, ça crée, comme une mauvaise alimentation, ça va créer en fait une maladie qui n'est pas physique, mais qui est spirituellement mauvaise, quoi. Hmm. C'est-à-dire qu'on prend les mauvais aliments et du coup, ça nous rend malade. Euh, et voilà. Alors, peut-être juste pour finir d'introduire, je trouve ce qui est intéressant, c'est que justement pour reprendre le parallèle avec la pyramide de l'alimentation,
c'est qu'il dit, en gros, quand on est malade, c'est que nos mauvaises habitudes alimentaires nous rendent malades. Et quelle mauvaise habitude nous rend malade? C'est le fait donc de manger trop. Donc ça va être pour nous en fait de passer justement trop de temps et c'est l'idée que nous donnent les réseaux sociaux en fait, c'est qu'il n'y a pas de limite, c'est que tu trouveras toujours un fil actualité qui est nouveau, des nouvelles tendances sur tous les réseaux sociaux, des nouvelles vidéos qui sont postées sur Internet. C'est un puits sans fond et tu peux manger du contenu sur le net, mais ça va te rendre malade. Est-ce qu'on pourrait parler, comme on parle de crise de foi, de crise d'info? Oh, oui, bravo. Bah, tu pourrais lancer un nouveau podcast là-dessus. Donc il y a crise d'infos, hein, donc trop. Ensuite, ils disent ce qui est aussi mauvais pour la santé, c'est de manger trop vite. Et en fait, euh, Internet, comme il le rappelle, c'est un médium de l'instantané, du maintenant. Et en fait, tout passe à une vitesse folle. Un buzz en remplace un autre. Et que en fait la vitesse de l'information continue, il y a toujours des moindres news qui viennent encore et encore et encore. Finalement, eh bien, elle nous empêche de développer un esprit critique, de prendre du recul sur ce qui se passe, etc. Et on va trop vite. Et en fait, c'est une espèce de junk food qu'on a. C'est pour ça aussi qu'on est confronté à des fake news que nous-mêmes on risque de relayer parce que bah, en fait, la fake news, elle se nourrit de la vitesse, en fait, du manque de vérification, etc. etc. Et enfin, il donne aussi comme autre danger dans l'alimentation, c'est de manger uniquement ce qu'on aime. Et en fait, c'est d'aller sur Internet qui a un puits sans fond uniquement de choses qui te plaisent à toi et qui te confortent dans ce que tu penses, qui confortent tes goûts, etc. Et en fait, tu trouveras toujours, ça te donne l'idée que tu es dans un monde, que tu construis un monde autour de toi, parce que les algorithmes, bien sûr, renforcent ça, hein, ils te renvoient ce que tu cherches, et ils t'enferment dans des espèces de bulles comme ça, on en avait déjà parlé, je pense qu'on en avait parlé de digital minimalisme. Ouais, et puis des Euh, biais aussi, alors le biais de confirmation, où tu ouais, vas c'est ça, toi-même des fake chercher news. Ouais. ce qui va te conforter, et en même temps le fait que tu as des algorithmes en fait qui utilisent le biais de confirmation pour te donner ce que tu cherches. Et du coup On en tu a te parlé dans crées l'épisode derrière nos écrans de fumée. derrière nos écrans de fumée, c'est quoi Tu ça? sais, le truc Netflix, Ah là, oui, tout à fait, oui, excuse-moi, je percute. je le mets en lien. Ouais. Donc voilà, et qui renforce ça, quoi. Et du coup, en fait, tu te crées une pseudo-connaissance, comme un gamin qui va manger simplement ce qu'il aime. En fait, c'est mauvais pour sa santé. Et ben, en fait, tu vas simplement aller consommer et être confronté à des recherches, à des résultats de recherche, à du contenu sur tes réseaux sociaux, etc., qui vont en fait nourrir une certaine vision du monde et qui est là à ton service pour toi. En fait, tu es le centre au final et ça te sert toi et toujours toi. Et voilà, et c'est mauvais. Et donc lui, ce qu'il propose du coup, c'est d'apprendre à développer une nouvelle type d'alimentation parce qu'en fait, il y a plein de symptômes qui montrent qu'on ne va pas bien quand on s'alimente mal. Est-ce que, est-ce qu'on pourrait comparer ça à une espèce de déification où tu te crées en fait un peuple d'adorateurs avec que des informations qui vont te flatter et dire tes louanges parce que tout ce que tu lis te dit tu Tu as as raison. raison, tu es intelligent, tu es le meilleur. Tu es en Mais train de te créer comme ça un... c'est exactement ça. Je parlais de ça avec une plus jeune sœur euh, de ça, où en fait, avec les réseaux sociaux, où en fait tu te crées un avatar de toi-même, en fait tu te crées ta propre idole qui est parfaite, et en fait tu l'exposes aux autres pour recevoir leur louange, quoi. Euh, et toi, tu es en compétition avec toutes les autres idoles et toutes ces espèces d'avatars parfaits qui sont présents sur les réseaux sociaux. Et c'est à qui aura le plus d'adorateurs dans le panthéon que représente Instagram ou TikTok, Hmm. ou etc., quoi. C'est exactement ça, hein.
Ça nous permet d'être comme Dieu. Tu crées un petit monde, en fait, un petit royaume. Tes abonnés sont ton petit royaume et tu requiers leur adoration. Et si jamais tu fais des choses et qu'ils t'adorent pas, bah, t'as un Dieu en colère, quoi. Ouais, et C'est... ta colère s'abat sur eux et tu les Et, bannis de ton monde, etc. Tu tu les juges, tu chasses de ton bannis, Éden. tu Ouais. critiques, tu te compares, voilà, et tout. C'est exactement ça. C'est tout à fait ça. Mm. Euh, du coup, euh, on en est où? On en est dans le fait que, voilà, on a, je pense, compris La thèse. la thèse de ce bouquin. Euh, est-ce que toi, tu as trouvé ce livre pertinent? Et si oui, pourquoi? Oui, je trouvais pertinent. Alors, comme tu dis, moi, je l'ai lu aussi parce que ben, j'essaie de lire un petit peu ce qui sort et ce qui est lu sur la question de technologie, machin et tout. Donc, Mhm. c'est vrai que quand tu as lu un peu ce qui est sorti avant, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Euh, Cependant, c'est assez intéressant parce qu'il développe. Alors, peut-être la faiblesse du livre, c'est que il va jamais être très en profondeur. Euh, Parce qu'il couvre énormément de trucs. Mais ça fait aussi sa force dans le sens où eh bien, il lance plusieurs pistes et des directions. Voilà. Par exemple, son chapitre sur la beauté, ça Ouais, c'est intéressant parce que c'est ouais, pas quelque chose qu'on a l'habitude de lire. Alors moi, t'imagines bien, ça m'a beaucoup intéressé. bien sûr. Mais il y a d'autres questions qui avaient été abordées par d'autres, mais qui, je trouve aussi, qui traitent assez bien la question du corps. La question du corps a été traitée par Reinke aussi. Mm. Mais je trouve il le fait assez bien. Moi, je trouve que c'est pertinent parce qu'on est on est en manque de sagesse. On a besoin de retrouver ce qu'est la sagesse. Euh, Peut-être il va assez vite et il est assez clair et direct et c'est ça qui fait sa force. C'est ça. Peut-être j'aurais aimé un petit peu plus de développement justement sur la sagesse biblique et peut-être tu as un ancrage un tout petit peu plus fort à certains moments sur la manière dont justement la Bible présente la sagesse. Je, pour celui qui connaît en fait la sagesse biblique, le livre va beaucoup résonner. Mais pour celui qui est peut-être peu familier de la sagesse dans la Bible, eh bien, tu vois, ça aurait mérité un petit peu plus d'approfondissement. Mm. Euh, mais je trouve ça vraiment pertinent, la manière dont, enfin, sa métaphore avec la consommation, l'alimentation, là, je la trouve vraiment, vraiment bien. Il y a vraiment des pensées qui sont, tu vois, justes. Tu sais, ça sonne bien, quoi. Ouais. Ça sonne bien. Mm. Et donc ça, c'est assez intéressant. Je trouve très intéressant, on va en reparler quand on va faire le survol, mais la notion de l'Église euh, et la question de la communauté. Enfin bref, le chapitre sur l'Église, pour moi, c'est un des plus beaux. Mm. Euh, voilà, non, c'est pertinent, hein. Franchement, c'est Ouais. bon, hein. Ouais, ouais. Moi, je l'ai trouvé aussi très euh, pertinent dans En fait, la pédagogie, le concept est excellent parce que Ouais. il te donne des repères. Il utilise quelque chose qui est connu. Et du coup, c'est un livre du coup qui est utile et que tu peux retenir. Tu vois, il y a des bouquins un peu plus complexes que tu peux avoir lus. Tu vois, je pense justement à du Cal Newport. Qu'est-ce que tu vas retenir? Tu vas retenir l'idée générale, tu vas retenir des trucs, mais il faut vraiment te replonger dedans, tu vois, pour voilà. Et là, il y a des domaines qui sont clairement identifiés. Effectivement, il ne va pas en profondeur dans chaque chose, mais tout ce qu'il dit est suffisant pour prendre conscience du défi et réagir vis-à-vis, enfin, prendre des décisions suite au défi. Hmm. Donc c'est pour ça que je trouve qu'il est bien et je pense que c'était un défi de faire quelque chose qui soit pas trop fouillis pour que ça reste Ouais. abordable à tout le monde. Je pense que c'est pertinent parce que on passe tellement de temps sur les réseaux sociaux, sur Internet,
finalement, quand tu passes du temps avec des chrétiens et avec des non-chrétiens, je parle tu vois, je parle pas pendant le culte tu vois, mais dans les temps qu'on a informels comme ça, est-ce que tu vois, est-ce qu'on observe un rapport différent, tu vois, aux écrans, aux réseaux sociaux, ou au temps passé derrière les écrans et tout ça. Tu vois, je pense que si tu suis les statistiques, tu retrouveras probablement par tranche d'âge autant de personnes, de chrétiens que de non-chrétiens qui sont sur les réseaux sociaux et qui regardent les mêmes choses. Ouais. Tu vois, tout le monde regarde les mêmes séries, tout le monde regarde les mêmes tendances sur YouTube, tout le monde regarde les mêmes trucs, etc. Et finalement, si notre usage n'est pas différent des autres, qu'est-ce que ça dit de nous, tu vois? Est-ce que notre usage est conforme et reflète la sagesse biblique, tu vois? Donc c'est pour ça que ce genre de livre est vraiment utile pour l'Église et pertinent. Surtout, je pense, moi je trouve qu'il y a une espèce d'accélération. Alors c'est peut-être parce que moi-même justement j'ai été retombé à beaucoup m'informer et être beaucoup plus sur Internet et tout ça. Avec tout ce qui se passe en ce moment, les élections qui arrivent, la crise, la pandémie, tous ces mouvements qui maintenant se globalisent quand tu as des mouvements un peu de réaction sociale, que ce soit MeToo, Black Lives Matter, etc. Tu vois, c'est un fait divers ou une personne qui parle, tu as un écho mondial, etc. Du coup, tu es sans cesse dans cette information globalisée, tu es pris dans un espèce de tourbillon là, incessant, qui t'empêche de prendre du recul. Et alors que c'est indispensable de faire quelques pas de recul et de s'interroger sur son usage et de savoir s'il est bon et qu'est-ce qu'il va nourrir. Est-ce qu'il va nourrir la sagesse? Est-ce qu'il va nous aider à mieux aimer Dieu et notre prochain, à craindre Dieu, à vivre vraiment dans sa présence ou pas? Je crains que plus on passe du temps sur les écrans, moins ce soit le cas. Entre nous soit dit. Oui, je Euh, suis d'accord avec toi. Et je trouve que je partage ton constat et je pense que la crise de la pandémie, avec peut-être trois biais. Un, le fait qu'il y a beaucoup de gens qui ont été désœuvrés. Et hmm, donc, à mon avis, la consommation d'écran a explosé. Et d'ailleurs, on l'a vu, hein, même la consommation sur ouais, TPG. TPG, l'année 2020 a été la meilleure année. Hmm, Au niveau des statistiques, c'était une explosion. hmm. Euh, alors, on est content qu'il y ait beaucoup de gens qui utilisent nos ressources et en même temps, ça veut dire que on imagine, tu vois, je suis ni prophète, mais je suis pas non plus naïf. J'imagine que euh, si TPG a explosé, Netflix a explosé 1 milliard de fois plus, tu vois. Ah bah alors Donc, là, c'est en fait, c'est le temps d'écran global ouais. qui a augmenté. On voit aussi la peur. Et je pense que la peur, en fait, je pense que justement, l'absence de sagesse est exacerbée par la pression. Et Hmm, donc, en fait, le hmm. fou apparaît dans sa folie quand le monde le bouscule, en fait. Tu vois, Ouais, ouais, ouais. Et puis quand on quand il est dans bouscule un fou, l'urgence, c'est là ouais, qu'on ou la voit sa folie. panique. Ouais, ouais, tout à Exactement. fait. Ouais. Euh, et l'accélération des informations euh, qui, qui, qui ont... Ouais, alors, non, je ne vais pas développer trop, mais Ouais, mais l'accélération des informations, à cause de la crise, mais aussi deux, avec la polarisation des positions, et hmm, notamment, tu vois, concernant le vaccin, hmm. ça a eu une explosion d'informations, Ouais. Oui, avec c'est ça. information contre information, contradiction, vérification, machin, machin. Ça génère, ouais, ouais, tout à fait. Et je pense il y a un côté où peut-être que je me trompe, il y aura peut-être un balancier, mais j'ai l'impression un peu un côté irréversible là-dedans. Par exemple, tu parlais de Netflix, je sais plus où j'ai lu ça d'ailleurs. Et ça, je pense que c'est un problème. Je sais plus où j'ai lu ça. C'est un truc qu'on dit au quotidien parce que on est abreuvé d'informations qui sont en fait ne sont pas indispensables. Et ça, c'est aussi ce qui pointe dedans. On n'a pas besoin de savoir toutes ces choses-là. On n'est pas créé pour ça.
ça nous dépasse. On ne peut pas être au courant de tous les faits divers qui se passent dans le monde parce que ça nourrit aussi une forme de désespoir et nous empêche d'agir après au final. Mais bref, à la sortie, il y a eu le dernier Spider-Man là, qui a été fait et ça a été le premier film qui a refait des scores qui datent d'avant. Il a battu le record en fait depuis 2019. C'est le premier film qui fait autant de chiffres que les gros blockbusters d'avant la pandémie. Et en fait, la personne, en gros, s'interrogeait en disant, mais est-ce que finalement, l'usage, la pandémie qui s'installe, finalement, l'usage des films avec justement en même temps Netflix qui profite et les autres plateformes de vidéos à la demande qui se sont installées et qui ont bénéficié d'un coup d'accélérateur avec la pandémie, est-ce que finalement l'industrie du cinéma ou cinématographique justement est en train de changer et est-ce qu'on va vers pas la fin des cinémas, mais en tout cas une moindre importance du cinéma qu'il y avait sur la télé, où ça restait quand même vraiment, tu vois, il fallait passer au cinéma, c'était le Graal, quoi, tu vois, et que maintenant, en fait, comme, enfin, la télé, en gros, le petit écran, et que maintenant, les petits écrans sont de partout, et aujourd'hui, quand tu vas au cinéma, alors attends, j'y suis allé, pourquoi? Quand est-ce que je suis allé au cinéma? Oui, je suis allé voir James Bond, décevant d'ailleurs, et Je savais même pas qu'il était sorti, James Bond. Tu vois. ouais, il est sorti, mais voilà, il casse pas trois pattes à un canard, hein, comme dirait l'autre. Et en fait, j'étais surpris. Il y avait une pub au cinéma, tu sais, les pubs d'avant le film, qui te disaient le cinéma, c'est mieux que regarder sur un écran télé. Enfin, sur un écran télé ou un. Et ils te mettaient Un smartphone. à taille réelle un écran 15 pouces, tu vois, et ils te mettaient une scène, ils disaient ah bah vous voyez pas bien, alors forcément t'es à 30 mètres du bazar, et ils disent bah voilà les grands films valent bien des grands Hmm. écrans et tout ça. Et en fait tu dis purée les mecs en sont là à te dire quand même que le cinéma c'est mieux que la télé, c'est des trucs que t'aurais jamais vu avant parce que c'était une évidence tu vois. Et c'est là que tu vois que tu touches du doigt qu'eux-mêmes se sentent un peu en concurrence maintenant alors qu'avant pas du tout quoi. Bref, il y a des changements profonds d'usage qui se mettent en place et du coup c'est d'autant plus important de réfléchir à nos usages. Tout à fait. Euh, du coup, on peut maintenant faire un petit peut-être survol et évoquer les points clés de chacun des chapitres. Tout à fait. Donc, ce que je te propose, euh, on peut aller vite sur le. Je vais aller vite sur le. On peut aller vite sur les premiers chapitres parce qu'on a évoqué quand même pas mal de choses, en tout cas sur la première partie. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ouais, alors il y a deux, trois éléments que je trouve quand même Oui, oui, qu'on va particulièrement mentionner. Ouais. intéressants. Mais oui, oui, tout à fait, tout à fait. Alors, le premier chapitre, il parle de la gloutonnerie de l'information, où effectivement, il donne un chiffre qui est intéressant, c'est qu'en 2020, on a produit 40 fois, euh, 40 fois plus de données sur Internet en bits qu'il y a d'étoiles observables dans l'univers. Ça me C'est un parle truc même de pas ouf. tellement c'est énorme. En fait, C'est je clair. comprends pas ce chiffre, ça me dépasse. En 2020. Donc en fait, et c'est quelque chose en fait qui est exponentiel. Et en fait, on est exposé à de plus en plus d'informations. Et ce qui est fou, c'est qu'il faut réaliser qu'on a quelque part, en fait, ce qu'il dit, c'est que dans notre poche, en quelques clics, on a à disposition toutes les librairies, les encyclopédies, les universités, toute la connaissance du monde est finalement dans notre poche en quelques clics. Et que ça, c'est quelque chose qu'il n'y avait pas, c'est complètement nouveau dans l'histoire de l'humanité, cet accès-là à l'information. Et en parlant de trucs qui donnent le vertige, il parle de l'exabyte, l'exabit en français, Mm. j'imagine, il dit, c'est quoi un exabit? C'est, il dit 5 exabits, c'est l'équivalent de tous les mots
prononcés par les humains depuis le début de l'humanité. Voilà. Donc, 5 hexabits, c'est une donnée, Hmm. c'est l'équivalent de tous les mots prononcés par les humains depuis le début de l'humanité. Et il dit en 2025, donc dans 2 ans, ce, ce nombre de données sera créé toutes les 15 minutes. Oui, ça te parle même pas. Ça te C'est parle même impossible. pas. Oui, ouais. Et quel est le taux de conneries qu'il doit avoir là-dedans? C'est monumental en fait. C'est ça, en fait, ce qu'il y a derrière. Ouais. Oh là là, quelle angoisse. Et du coup, il parle des symptômes en fait de cette obésité. Qu'est-ce que ça produit? Le premier, c'est l'anxiété et le stress. En fait, le fait d'être confronté toujours à l'information. En fait, ça crée quelque chose un rapport un peu frénétique, un petit peu à ça, où ça draine notre énergie parce que on peut faire, comme on a accès à tout le temps, eh bien, ça nous pousse à faire du multitâche, tout en même temps. Et tu peux faire une réservation pour un dîner en même temps que tu réponds à un message un texto de ta mère en même temps, tu envoies un email et tu en regardes en même temps, et tu bascules sur une vidéo YouTube, la dernière vidéo à regarder, etc. Enfin bref, et ton cerveau passe d'un truc à l'autre tout le temps, et ça crée du stress, ça crée de l'anxiété. Et en fait, en cumulant finalement tant d'informations, tu crées un fardeau finalement sur nous on n'a pas été créé pour finalement être capable de porter toute cette somme d'informations et d'analyser tout ça en si peu de temps. Euh, il parle aussi de désorientation et de fragmentation. Euh, c'est que tu passes, ça je trouvais ça intéressant ça, où en fait tu dis quand tu suis ton, ton, comment on appelle ça, Le feed. le feed. Le On dit fil. feed aussi en français? Tu Non, on suis dit fil. ton fil, voilà, ton fil. En fait, tu vas voir ça, il dit l'annonce d'un film, ensuite un article sur l'avortement, ensuite la photo d'un ami qui fait un voyage au Texas, ensuite, etc. Enfin bref, tu passes d'infos qui n'ont rien à voir les unes après les autres, et en fait, tu es dans un truc qui est complètement fractionné comme ça, et c'est quelque chose qui va éroder notre capacité à distinguer entre ce qui est trivial de ce qui est important. Parce que tout s'enchaîne, de la vidéo du petit chat à une annonce d'un film, à justement, enfin voilà, des choses sur des articles beaucoup plus sérieux, et tu passes de l'un à l'autre, et c'est complètement fragmenté comme ça, et du coup on a du mal avec ça, quoi. Et ensuite, euh, eh ben, on a l'impotence. C'est qu'en fait, tout cet accès à L'impuissance. l'information. J'ai dit quoi? L'impotence. L'impotence, oui, tout à fait. L'impotence, c'est le mot en anglais, n'est-ce pas? En fait, ben, quand tu es confronté, et ça je trouve c'est quelque chose que j'ai trouvé intéressant, c'est que c'est vrai que quand tu es confronté à autant de faits divers, je sais pas, sur des types de violences ou des incivilités ou des trucs comme ça, moi je ressens le fardeau de dire mais tu peux rien faire. Enfin, tu vois, tu es face à tant d'injustices, tant de trucs, et tu dis mais que font les autres? Personne ne fait rien, et personne, tu vois, parce que en fait tu es confronté tu vois autant de choses qu'en fait 1000 hommes auraient vu dans une autre vie. Tu vois, il aurait fallu 1000 personnes de partout dans le monde qui rapportent les mêmes faits, sauf que toi tu vas les voir en quelques secondes parce que tu les trouves sur une même plateforme, tu vois. Et ça crée un sentiment en fait que tu es dépassé tout le temps partout, quoi. Ouais, et ça a deux. Ça, moi aussi, je trouvais très, très intéressant. Et je trouve qu'il y a deux choses qui en ressortent. Je crois qu'il l'exploite pas vraiment. C'est en fait, par rapport à l'impuissance, il dit, et à cette phrase-là, il dit, on peut facilement arriver au point où nous passons des heures à regarder des titres à propos de choses qui ne vont jamais nous affecter,
débattre de choses que nous ne connaissons à peine Mm. et des problèmes que nous ne pouvons pas régler. Euh, et en fait, voilà, il y a ce sentiment d'impuissance. Mais comme, en fait, on est quand même câblé pour réagir à ce qui rentre, les deux postures, en fait, souvent qu'on observe, c'est celle du cynisme. Mm. Le désespoir va nous pousser au cynisme ou au sentimentalisme. Ouais. Et donc, en fait, on aura ces deux réactions dans le spectre opposé, souvent sur les réseaux. Des gens qui sont très cyniques ou des gens qui sont très sentimentaux. Et donc, on a une désillusion la plus grande ou alors une espèce de surémotivité ou de surréaction. Et les deux, en fait, conduisent à l'inaction. Mm. Il y Ouais. a rien qui change, quoi. À part que Mm. on continue d'alimenter un truc qu'on ne peut pas changer. C'est ça. Et moi, pour moi, l'exemple type de ça, c'est le clip d'IAM, La fin de leur monde. Je sais pas J'ai si tu pas te vu le clip. souviens, où en fait le clip, c'est en fait tout ce qu'ils disent. euh, En fait, ils font que de l'observation de choses qui vont pas dans le monde. Et le clip, c'est comme le clip qu'ils avaient fait pour euh, l'autre morceau très très connu, là, le dernier album le dernier morceau là de euh, ah, le dernier morceau de l'école du micro d'argent. Demain, c'est loin? Demain c'est loin. C'est le même clip, c'est Demain c'est loin, c'est que des Ah images ouais, ouais. de faits divers, tu vois, de sociétés, de journalistes et tout ça. Et la fin de leur monde, c'est exactement ça. Comme hardcore. Et exactement. Et en fait, donc le clip, ce n'est que ça. Et la phrase de conclusion, c'est bah voilà, puisque c'est comme ça, bah, j'attends la fin de leur monde. Hmm. Tu vois, et c'est exactement ça. Et quand j'ai lu le bouquin, j'ai pensé à la fin de leur monde parce que c'est trop ça en fait. Tu Hmm. vois. Donc oui, ça conduit au cynisme. Et d'ailleurs, tu remarques que c'est un ressort. Tu regardes le clip d'entrée en campagne de Éric Zemmour. Finalement, c'est un peu le même ressort qui est utilisé, quoi. Tu vois, avec plein d'images de faits divers, etc., où le côté cumulatif te pousse à une réaction émotionnelle qui est très forte, quoi. Ouais, alors ça serait un bon truc à analyser. Mais effectivement, l'emploi de l'image d'information aplatit un petit peu parce que tu es obligé d'être d'accord avec un fait qui est présenté comme brut. Alors qu'on sait Exactement. très bien que ça n'existe pas, un défait brut. Mm, Il y a un contexte, il y a une explication, il y a un commentaire, etc. mm, Et là, en fait, le commentaire, c'est le message, enfin, c'est son espèce d'annonce qu'il a faite, d'appel. mm, Euh, bref, oui, oui, ce serait très intéressant à mm. analyser. Ouais. Euh, du coup, voilà. Et puis, bien sûr, les biais le biais de confirmation, que cela, on en a déjà parlé, hein. Le biais de confirmation, c'est quand tu vas c'est que tu as un biais, c'est que quand tu vas chercher une information, tu vas toujours aller chercher ce qui va confirmer ce que tu penses. Tu vas pas chercher à le critiquer forcément, mais tu vas chercher avant tout à le confirmer parce que psychologiquement, tu as besoin d'être conforté dans ce que tu penses. Et c'est un vrai défi, ça pour tout dans notre vie, hein, même dans notre formation Et théologique, dans tout ça. Et vas-y. il y a aussi un autre symptôme, c'était la paralysie de la décision et de l'engagement. Ah oui, j'ai sauté. Et ça, je trouve euh, que c'est assez intéressant. Je regardais pas hier, je crois, une vidéo justement sur Mm. un mec qui parlait de la fatigue décisionnelle. C'est une fatigue qu'on peut justement euh, Ah oui. ressentir à la suite de tous les choix qu'on a à faire, qui sont des milliers, des dizaines de milliers par jour, en fait, tous les petits choix. Et il dit au fur et à mesure de la journée, en fait, ton cerveau est de plus en plus fatigué et donc tu vas prendre des raccourcis et faire des choix que tu ne ferais pas. Et d'ailleurs, hein, c'est ce qui a épuisé aussi Moïse, Ouais. n'est-ce pas, avec son beau-père. Et il donnait l'exemple de deux choses hyper intéressantes. Il disait, en fait, ils ont fait l'expérience avec des juges qui devaient juger beaucoup d'affaires. Oui. Et au fur et à mesure dans la journée, ils se rendaient compte que pour une affaire Ah oui. similaire, le jugement serait beaucoup plus dur Oui. en fin de journée que si la personne avait été jugée en début de Ouais, journée.
Tout à fait. Vaut mieux juger le matin à 9h qu'à 17h le soir, quoi. Exactement. Mm. Et c'est la même chose. Pour les médecins, Alors, c'est la même avec chose les pour tous. opérations, Pour les médecins, c'est la même chose pour la passer fatigue. ton Mm. permis. Il vaut mieux le passer le matin qu'en fin Oui, c'est d'après-midi. ça. Et puis, il y avait aussi, je trouvais ça intéressant, euh, euh, cette étude qui avait été faite sur des étudiants où euh, on leur avait demandé de faire un certain nombre de choix. Enfin bref, je me rappelle pas, c'est une étude scientifique, donc c'était normé, hein. Et Mhm. à la fin, le test c'était un test de contrôle de soi, de maîtrise de soi, et ils devaient mettre leurs mains sous de l'eau glacée. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'il y avait une proportion beaucoup plus grande d'étudiants qui n'étaient pas capables de se maîtriser et de garder leurs mains parmi ceux qui avaient fait qui avaient pris beaucoup de décisions. Parce qu'en fait, ton cerveau ne te permet pas de résister à la pression. Et il disait, c'est ce qui explique aussi euh, que les trucs les plus dégueulasses sont en bout de caisse, les sneakers, les marches, les machins, Mm. toutes les bêtises en fait que tu n'achèterais pas, mais parce que tu as fait énormément de choix en fait dans les allées et dans les rayons. Ouais. Tu as déjà fait des centaines, des milliers de choix quand tu as fait tes courses, que quand tu arrives à la caisse, tu n'es pas capable de résister en fait et de te maîtriser. Et donc tu vas acheter des bêtises que tu veux en fait. Parce que ton Ça, cerveau il dit ah ouais, ce serait pas mal ça. Hop, ouais. Il me semble que c'est Cal Newport qui en parlait de ça dans les supermarchés. c'est possible. Ouais. Que en fait, avant, tu avais un ou deux choix et que maintenant, rien que pour la lessive, tu as 20 marques. Ah, c'est Et l'enfer. comment tu fais pour t'en sortir entre 20 marques qui ont chacune des slogans plus alléchants les unes que les autres et tu es là, voilà, ou sur Amazon. Moi, je vois ça sur Amazon quand tu veux acheter un truc et que tu vas sur Amazon, mais c'est mortel. L'autre jour, j'ai besoin d'une souris d'ordinateur. Tape souris d'ordinateur sur Amazon. Mais t'as combien de mecs qui te vendent des souris pour ordinateur? Mais t'en as des millions. Et t'es là après à passer du temps à te creuser. Et ils t'abandonnent en fait. Tu dis vas-y, laisse tomber. Ça m'a saoulé. Lui, il parle aussi, je trouvais ça intéressant, et ça, j'ai déjà expérimenté avec Marion, la paralysie sur Netflix. Hmm. En fait, t'as tellement de Ouais. choix de films que tu sais pas lequel regarder. Et nous, on fait partie de la génération où il y avait le programme télé, il fallait regarder télé 7 jours, tu avais le choix entre la 1, la 2, la 3, la 4 tu l'avais pas parce que c'était payant, c'était Canal, la 5 c'était tout pourri, t'avais de l'opéra en allemand à 19h et M6. Et Hmm. tu avais juste ça comme choix. Et tu faisais un choix parmi 6 trucs. Et chez toi, tu avais une dizaine de cassettes vidéo et que tu avais vu, revu, revu, revu et revu. Nous, on montre des classiques à nos enfants. Tu sais, alors on l'a montré Maman, j'ai raté l'avion. Maman, j'ai raté l'avion, j'ai dû le voir peut-être 15-20 fois dans ma vie. Mais oui, c'est Et je l'ai normal. revu avec le même plaisir. Mais eux, si je leur demande, tu veux revoir, ils ont trop aimé, ils étaient pliés de rire devant. Mais si je leur propose, tu veux revoir Maman, j'étais à l'avion, c'est non, parce que ils savent qu'il y a Netflix et qu'il y a tellement de trucs à voir encore et encore. Et voilà. Et nous, avec Marion, on s'est déjà retrouvés à vouloir chercher un film et en fait à pas savoir quoi regarder. Parce que tu as tellement Moi, de trucs là, ouais, ça, j'ai ça. annulé Netflix là. Ah ouais, t'as annulé? Ouais. Purée, tu sais que je me suis tâté plein de Hier, fois là. hier, on s'est chauffé avec Alex. On l'a annulé. T'as annulé? Ouais. Excellent. Pas le temps de niaiser. Ouais, Parce mais que c'est moi, je sais que un piège. ça, c'est un piège pour moi. Je pourrais facilement passer du temps devant des films ou des séries. Ouais, ouais, ouais. Donc ouais, ça, voilà. Et il dit, euh, on est tellement, comment on dit, overwhelmed. On est Euh, dépassé ou Ouais, ouais, oui, oui, dépassé, dépassé. avec les différents choix, les, les sources de vérité, etc. Il dit en fait, on a tellement de choix qu'on n'en prend aucun. Mhm. Ou alors, et c'est ça que j'ai trouvé intéressant aussi, on en change tous les X mois. Et Mm. en fait, euh, soit on n'arrive pas à se décider, ou soit parce qu'on n'arrive pas à se décider, ou parce qu'il y a la FOMO, on va dire, ah mais ça c'est bien, mais peut-être c'est mieux encore ça. C'est Ou ça. ça encore c'est mieux. Et on change constamment. Moi, j'ai connu ça avec les logiciels tu sais, de gestion de tâches. Les applis, tu changes d'appli de gestion de tâches tous les 6 mois.
En fait, ah, celle-là, exactement. elle a l'air bien, et puis celle-là, elle te promet ci, ça et tout, tu vois, c'est des trucs. Enfin, voilà, quoi, bien sûr. Mais tu vois, il y avait cette. Alors, je sais plus où il le fait dans le livre, et je crois qu'il en parle, hein. Des gens qui, justement, changent d'église, tu vois, tous les Et X mois c'est ou là tous où les X années. oui, c'est ça. C'est que après, finalement, justement, tu fais ça, en fait. Tu vis la même chose, en fait, où tu es dans un même pluralisme au niveau ecclésial. Aujourd'hui, en plus, tu as Internet qui est présent. Et du coup, bah, en fait, je pense qu'il y a plusieurs choses qui se conjuguent. C'est que tu as un biais de confirmation où tu vas aller chercher quelque chose qui te plaît à toi, pas qui va forcément te confronter, mais qui ressemble à ta sensibilité. Et aujourd'hui, tu l'as par Internet. Tu n'as plus besoin d'être présent, soi-disant, dans une église. Et en plus, le fait qu'il y ait tant de diversité, enfin, il ne faut pas croire, l'Église est aussi sécularisée que la société dans laquelle où elle est, où cet éclatement, cet éparpillement, tu vois, que l'on vit dans les diversités de formes, de façons de faire. Et alors, je pense que c'est encore beaucoup plus marqué aux États-Unis. Hmm. Finalement, ça nourrit ce fait de dire, tu sais, c'est le Church for Seeker, là, tout le truc de l'ami Rick Warren. Tu vas faire une église pour ceux qui n'aiment pas l'église, tu vois, où en gros tu vas faire vraiment construire l'église pour attirer les gens à toi qui ne viendraient pas normalement. Donc tu fais quelque chose qui est vraiment du service comme le ferait une entreprise, quoi. Tu leur fais un parking pour qu'ils puissent bien se garer, surtout qu'ils n'aient pas à chercher une place. Tu leur fais un truc super pour leurs enfants. Tu leur fais, voilà, tu crées des consommateurs pour les attirer à l'église. Et finalement, on vit aussi un petit peu ça. Enfin, toutes ces choses-là se conjuguent où on vit la même chose, d'un côté la même paralysie dans l'engagement de l'Église, parce qu'on se demande toujours si finalement on ne serait pas mieux ailleurs, et si l'herbe ne serait pas plus verte dans une autre église, ou plutôt suivre un autre truc sur Internet, quoi. Ouais, tout à Donc fait. ça rejoint ça. Et ça rejoint ce qu'il développe dans le deuxième chapitre, là, sur la nouveauté perpétuelle. Ouais. Euh, Dans ce chapitre, moi, il y a une idée euh, que j'ai beaucoup aimée, c'est celle qu'il appelle le présentisme Ouais. perpétuel. Ouais. C'est cette idée de Ah oui, oui, excellent. vouloir tout le temps être à la page, euh, de vouloir tout le temps être dans le présent. Ouais. Euh, et je trouve que Qui rejette le passé, enfin la source du passé. Euh, qui rejette la source du passé et qui rejette aussi si, toute forme de transition ouais, et aussi la notion de... d'orientation euh, vers le futur. Tu es toujours dans un présent perpétuel, en c'est ça. fait. Euh, ouais. Et je Alors trouve que ce qui aussi... est nouveau est par définition, comme il dit, instable parce que c'est nouveau. Ah oui, c'est ça, Euh, c'est là où il parle de quitter les églises et de se diriger vers des églises ouais, plus jeunes, etc. Oui, et aussi je trouve que euh, il y a une dépréciation du quotidien et du normal. ouais, Et ça, moi, je le vois beaucoup, tu vois, dans la recherche des expériences, où, par définition, l'expérience, en fait, c'est que dans le présent. mm, Euh, Après, c'est un souvenir. ouais, Et que on recherche quand le propre de l'expérience, ben, c'est qu'on veut la renouveler. Mais si on veut la renouveler, eh bien, il faut qu'elle change pour qu'il y ait justement cette nouveauté, ce que tu parlais avec mm, Maman, j'ai raté l'avion. Et en fait, on a des chrétiens qui courent après des choses nouvelles et qui veulent tout le temps des nouvelles choses. Ça se voit avec des gens qui sont euh, très événementiels. Et donc, il faut en fait quelque chose de particulier. Et la réalité de la vie chrétienne, dans sa profondeur, elle se vit parce qu'on ressent quelque chose fort. Et donc, on ressent quelque chose fort quand il y a quelque chose qui sort du quotidien. Et donc, en fait, on retourne la chose parce que Dieu travaille, non, au jour le jour, dans nos habitudes et dans le rythme des saisons, etc. ouais. Mais aussi, ça change notre vision même de la parole de Dieu. Je suis en train de réfléchir à un article, là, j'ai posé deux, trois idées. J'en parlais la dernière fois avec le groupe que je forme à la prédication, de ce qu'on entend parfois, souvent, ou ce qu'on a même pensé ou dit Mm. après une prédication. Mais aujourd'hui, j'ai rien appris. Tu Ouais, vois? c'est vrai. Ouais, Et je dis, mais
purée, est-ce que le but de la prédication, c'est d'apprendre quelque chose? Ouais. Et je pense que non. Je, je, enfin, je, je pense et je dis que non, le but de la prédication, c'est pas d'apprendre quelque chose. Il se peut qu'on apprenne quelque chose, et c'est rare d'ailleurs Si qu'on c'est la apprenne première rien fois que du tu tout. l'entends. Si Tout tu à fait. l'apprends, fois que tu l'entends, si tu découvres le message, oui. Oui, mais tu vois, souvent il y a cette idée que euh, on doit Mais c'est pas la apprendre finalité, soit quoi. quelque chose C'est- de... Ouais, mais même, il y a des messages qui vont rien t'apprendre sur Dieu, entre guillemets, ou rien t'apprendre sur le texte parce que tu as déjà bossé le texte, etc. Hmm. Mais en fait, la question, c'est, la prédication, c'est quoi? C'est Dieu qui parle à son peuple. Quand Dieu parle, quand Dieu se révèle, il attend une réponse. Donc la question, c'est pas est-ce que j'ai appris quelque chose de nouveau, c'est qu'est-ce que Dieu m'a dit? Qu'est-ce que Dieu nous a dit? Exact. Et comment on répond à ça, en fait? Parce C'est que très très sinon, tu bon. es dans une position consumériste où tu Tout à attends. fait. Et puis, tu as une vision aussi de la croissance chrétienne, encore une fois, qui est liée à la connaissance Ouais. et à la nouveauté. Hmm. Alors que Et le pas à problème, c'est l'écoute de ce que exactement, Dieu te dit. On en parlait quand on parlait de c'est quoi un disciple, c'est avant tout quelqu'un qui écoute le maître. c'est ça. Et là, on revient aussi à la définition de la sagesse. La sagesse, c'est discerner ce qu'il convient de faire dans une situation donnée. Et on voit que ce discernement-là, il est aiguillé, puis il est façonné à la fois par ce qu'on sait, bien sûr, il y a notre vision du monde et la Bible, mais aussi par nos expériences. On le voit dans Hébreu, je crois que c'est Hébreu 5, où justement il est parlé de discerner les choses par la pratique du bien et du mal. Hmm. Ouais, oui, c'est la Euh, fin de Hébreux 5, je crois. La toute fin, la et donc en dernière, c'est. fait, c'est euh, ta sagesse, elle grandit aussi par ta pratique, pas juste par ta connaissance. C'est en Ouais, obéissant que tu deviens plus sage. En fait, la sagesse, c'est la crainte de l'éternel, c'est la manière dont tu te conduis devant Dieu, quoi. ouais, ouais. Mais C'est ça, c'est Hébreux 5, 14. La nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux qui, par l'usage, ont le sens exercé au discernement du bien et du mal. ouais, c'est ça. Hmm. Donc, ce truc de la nouveauté perpétuelle, ça. Et je pense que en France, c'est peut-être une. Alors, bien sûr, c'est nourri par le consumérisme. Aux États-Unis, alors c'est très, très, très fort. Mais en France, je pense que dans le monde évangélique, voilà, je ne suis pas sociologue, machin, mais c'est aussi nourri par le rejet à la fois du protestantisme historique, mais aussi Institutionnel, ouais. du catholicisme. Ouais, Et ouais. en fait, euh, tout ce qui est en lien avec la tradition, avec le passé et l'histoire, avec la liturgie et avec toute espèce de rythme, eh bien, on rejette parce qu'on a peur, parce qu'on fait équivaloir l'habitude avec le rite ou le rituel. Ouais, ouais. Euh, et ça avec le religieux. Et Ouais. donc, parce qu'on veut chasser ça, on veut tout le temps quelque chose de nouveau. Et c'est Ouais, il pour faut ça que le réveil en le, permanence, quoi. il faut le réveiller en permanence. Mm. La liturgie, n'en parlons surtout pas. Mm. Il faut à chaque fois. Et puis même, tu vois, je vois par rapport à la scène, souvent, on veut absolument dire des choses nouvelles sur la scène. Et on oublie qu'en fait, la force de la scène, c'est pas de dire des choses à propos de la scène, c'est de l'apprendre en fait. Mm. C'est ça qui nous nourrit. C'est pas ce qu'on apprend Exactement. sur la scène qui nous nourrit, c'est de l'apprendre ensemble. C'est C'est ça. d'obéir à Dieu. Mm. Bref, me lance pas là-dessus. Oui, oui, non. J'ai pas besoin de te lancer, t'es parti tout seul. Mais C'est ça. c'est très vrai ce que tu dis, je suis complètement d'accord. J'aurais plein de réactions à faire là-dessus, mais mais après, il y a un truc, il faut prendre euh, en compte, c'est le prof d'histoire, la FLTE, Alexandre Antoine, qui rappelait ça, c'est que d'un point de vue sociologique, la réforme a créé le pluralisme religieux. Avant, tu avais une église. Et en fait, la réforme a dit aux gens, en fait, vous pouvez choisir quel type d'église vous Hmm. convient le mieux. Et en fait, l'éclatement qui s'ensuit, tu vois, de plus en plus en plus, en fait, il y a une première division qui a eu lieu et qui a créé, en fait, cette pluralité d'églises et cette possibilité de dire, bah, cette église ne me plaît pas, du coup, je vais dans la paroisse d'en face. Et du coup, je vais encore dans la paroisse d'en face, etc., etc.
Enfin bref, voilà, c'est juste ça. Ouais, Euh, tout à fait. il faut prendre, enfin tu vois, d'un point de vue sociologique, il faut aussi prendre ça en compte. On a créé aussi finalement, on a participé par la réforme à créer cette réalité-là sociologique structurante, hein, parce que la réforme, enfin je veux dire, à l'époque, faut remettre l'Église catholique dans son contexte. Hein. C'était tout le monde était catholique, tout le monde allait à l'Église, et ça a changé profondément la vision aussi de la société, quoi, tout ça. Euh, et c'est vrai que, pour en revenir au bouquin, euh, ce présentisme, cette perpétuelle nouveauté, finalement, en fait, elle nous dérègle le cerveau parce que, comme tu le disais, enfin, le fait d'être toujours dans le présent, de ne pas se préoccuper rejeter le passé et voir le futur, ça nécessite, et comme il le rappelle, c'est ce qui a fait la fortune du GAFA et tout ça, c'est d'en fait de trouver un moyen de pourvoir toujours sans cesse quelque chose de nouveau pour nous maintenir. Et ce qui fait la richesse de Google, en fait, c'est notre attention, c'est une économie d'attention. Et c'est le nombre de clics qu'on va faire qui change tout, quoi. Plus tu cliques, plus tu restes, plus eux s'enrichissent, en fait. Bon, ça, c'est très bien expliqué par Cal Newport, je trouve, tout ça, l'économie d'attention. Je propose qu'on avance, peut-être. Ouais, tout à fait. Euh, voilà. Donc, euh, au chapitre 3, on est toujours dans le dernier chapitre de cette question-là. Et je te propose peut-être qu'on finisse ça et qu'on fasse la deuxième partie la semaine prochaine. Ouais, bonne idée. Hein, on va faire ça, on va finir avec ça. Euh, la chose suivante, c'est la question de l'autonomie. Euh, c'est le look within, autonomie. Comment tu le traduirais, le look within? Euh, le, C'est difficile à traduire. non, je le traduirai pas bien. Euh, non, je le traduirai pas bien. Je sais D'accord. pas. Euh, donc, du coup, en fait, dans cette, dans cette, dans ce truc, en gros, c'est que tu regardes on pourrait dire, tu regardes à ta propre autonomie. Tu regardes ça nourrit, ça va nourrir en fait cette consommation excessive va nourrir notre propre autonomie. Alors, euh, tu as plusieurs choses qui le soulignent là-dedans, qui est intéressante. Tu as un truc dont on parle beaucoup, je crois que j'en avais parlé quand on avait fait sur le livre La démocratie des crédules de Gérald Brunner, le sociologue là, qui s'intéresse justement sur toute la mécanisme sociologique qui sous-tend en fait la création des fake news et des théories du complot. C'est une chose, c'est la question de la crise des experts. Lui il parle de mort de l'expertise, où en fait on est sur une forme avec Internet de démocratisation, où en fait vont se retrouver emmêlés dans les pages Google des avis d'experts mélangés, de vrais experts, mélangés avec des demi-spécialistes de rien du tout, qui en fait vont faire un article, et toi tu es là et tu vas dire ah ben j'ai lu un article qui dit que, ou j'ai lu sur internet que, voilà. Ou il y avait une époque où si tu disais j'ai lu un article, il y a 20 ans tu disais j'ai lu un article sur, bah, tu savais que c'était passé par un contrôle éditorial, que ça avait été écrit dans un magazine d'information ou un journal, ou voilà, enfin tu vois, il y avait des professionnels avec des vrais experts qui étaient passés par derrière. Et aujourd'hui, tu dis j'ai lu un article sur, bah, tu peux tomber sur un article de Raphaël Chariot ou de Mathieu Giralt, où tu as deux guignols qui ont donné leur avis, et tu vas mettre ça sur le même avis que si ça avait été écrit par, je sais pas, Van Hooser ou Carson ou Henri Blocher, quoi, tu vois. Et en fait, ça va se mettre au même niveau, et donc ça va créer en fait une espèce
de- un semblant d'avis de démocratie où un avis vaut autant que l'autre, comme une voix vaut autant qu'une autre dans la démocratie. Sauf qu'en fait, non, c'est faux. C'est juste pas ça. Tous les avis ne se valent pas. Ouais, Euh, c'est ça. Et je pense que ça explique dans une certaine mesure aussi la méfiance. Tu vois, même dans le niveau évangélique, quand TPJ a été lancé ou d'autres sites, avec des auteurs aussi qui étaient jeunes, et maintenant je le mesure. Enfin, tu vois, je le comprends un peu mieux. Le manque d'expérience et tout, on a pu craindre justement qu'il y ait une voix avec une telle plateforme, avec autant de lecteurs et des gens qui étaient inexpérimentés. Euh, voilà, certains ont pu s'interroger, pour le dire gentiment, sur le danger que ça pouvait représenter. Et c'est aussi pour ça que, tu vois, à titre personnel, je trouve important que les gens qui écrivent, alors on parle par exemple sur TPG parce que ben, j'en suis le directeur, donc je parle de ce que je connais. Euh, les gens qui écrivent sont des responsables, soit des responsables d'église, soit des responsables dans les églises. Et en fait, tu déconnectes pas ton enseignement et l'influence que tu as de la réalité de ton ministère où en fait, tu n'as pas une plus grande influence ailleurs que dans ton église. Et en fait, ton influence, tu la passes au crible de la réalité du ministère. hmm, Et aussi l'importance de la formation. Je pense que c'est pas anodin que chacun se forme, tu vois, et hmm. que tous ceux qui écrivent, par exemple, à TPG se forment ou sont en train de se former ou soient formés. Et je trouve que ça, c'est sage aussi. Oui, Euh, et c'est important aussi d'avoir des formations où tu n'es pas simplement dans l'auto-formation c'est ça. à cause du biais de confirmation, justement, parce que si tu choisis que des bouquins que tu aimes ou des auteurs que tu aimes, en fait, il y aura des énormes trous dans la raquette et tu vas jamais être remis en question, tu vas être toujours conforté dans ce que tu penses. Mm. Et c'est important quand on a des responsables d'église qui puissent aussi passer par des instituts, des facs où ils vont avoir des lectures imposées, des cours avec des profs qui n'auront pas forcément le même avis qu'eux pour être confrontés à ça. Je trouve que c'est sain, c'est Tout à très fait. sain. Et puis, euh, ouais, non, fais Et très tu as bien. aussi, de ce côté-là, tu le retrouves dans l'église où en fait finalement, c'est un des risques, c'est que tout le monde pense que son avis, du coup, a la même valeur que les autres. Ouais, Et en fait, cette crise de l'expertise, c'est aussi, ça il n'en parle pas en ces termes, mais moi c'est comme ça que je le vois aussi, c'est aussi une crise quelque part de l'autorité qu'on retrouve dans absolument. notre pays. C'est mais t'es qui toi pour me dire ça? Absolument. Bah écoute, j'ai étudié tant et tant d'années et tout machin. Voilà, ben ça en fait les gens ils s'en cognent. Et tu peux avoir des personnes, et ça tu le vois sur Internet, avec le fameux, moi je suis pas médecin, mais tu vois, avec la crise Covid, tu vois, où tu as les politiciens qui se prennent pour des médecins, tu as des médecins qui se prennent pour des politiciens, tu as des journalistes qui ils se prennent pour les deux et ils comprennent pas, voilà, et puis t'as le quidam sur Internet qui va mal interpréter des trucs, qui va utiliser des machins, etc. Plus enfin voilà, tu as un espèce de mélange. Et ça, tu le retrouves un petit peu dans toutes les échelles, mais c'est t'es qui pour me dire, toi, ce que je dois penser, tu vois. Et Internet me donne un outil formidable, c'est qu'il va me donner des avis qui vont conforter ce que moi je pense. Et t'es qui, toi, tu vois. T'es qui, Mm. toi, pour me parler, tu vois. T'es qui pour me contredire. Et ça, je pense que c'est où justement la sagesse, pour le coup, c'est de reconnaître qu'on n'a pas toute connaissance, qu'on n'est pas omniscient, euh, qu'on a besoin de la connaissance des autres, qu'on doit se soumettre aussi et faire confiance aussi. On ne peut pas être sage sans faire confiance aussi à autrui, c'est simplement impossible. Et que voilà, en fait, ouais, on n'est pas tous équipés pareil, quoi, tout simplement. Absolument. J'ai trouvé aussi dans ce chapitre la question du corps qui était assez bien traitée justement Ouais. euh, avec cette analyse un petit peu que la confusion, euh, il y a une confusion dualiste qui est liée à la séparation de notre identité de notre corps.
et dire que euh, c'est toute la question du transgenre et de la fluidité de genre, Ouais, etc. Dire que tu n'es pas ce que tu es, que tu peux te définir indépendamment de ce que tu es. Il disait, il y a une vidéo qui a beaucoup circulé il y a quelques années où des étudiants de Washington, de l'université de Washington, avaient du mal à contredire un homme petit, oui, je l'avais vu. blanc, tu l'avais vu? Ouais, ouais, excellent. Qu'il était une femme, une grande femme chinoise. Ouais, Euh, et en fait, c'est ça. Quand on a tous vu en France, celle qui est connue, c'est qu'est-ce qui vous fait dire que je suis un homme? Euh, En fait, le mec, sa réponse, c'est quoi? C'est ton apparence physique. Qu'est-ce qui me fait ouais, dire que t'es un homme? T'as de la barbe, gros. En fait, ouais, ouais, c'est ça. la barbe, c'est les hommes qui ont de la barbe, tu vois. Et en fait, il avait aucun argument. Il savait pas quoi répondre à quelqu'un qui dit, mais ça n'a rien à voir. Mm. En fait, ce que je suis, mon identité et ma matérialité, mon corps, ne sont pas la même chose. Ouais, Et il dit non, en fait, dès qu'on nie la matérialité du corps, on est en train de déconstruire la réalité du monde. c'est ça. Et ça, je trouve aussi qu'il y a la sagesse, et on parle aussi du bon sens paysan, tu vois. Il y a une espèce de sagesse, on dit d'avoir les pieds sur terre. Ouais, Il y a une sagesse d'être relié à la réalité du monde et à la manière dont le monde est construit, où là, avec la déconstruction, justement, on est en train de manifester notre folie. Et ça, on le voit dans Romains. D'ailleurs, c'est absolument fascinant. Romains ah 1, oui. Ah oui, c'est... euh, la folie de l'homme qui veut déconstruire le monde et changer les normes de Dieu. Et comment, en fait, on voit le parallèle, et ça, j'avais vu ça dans la théologie biblique là, de Bill. Il fait le parallèle entre Romains 1 et Romains 12 Bill et Boule. de, de Grégory Bill et Boule, ouais. Excuse-moi. J'ai envie de faire un montage avec une couverture de Boule et Bill avec la tête de Greg Bill. Me chauffe pas Non. trop, je vais le faire. Et Ouais, il disait en fait, euh, quand on regarde le parallèle, la, la réforme que Dieu opère en nous réoriente notre adoration. Et cette adoration, elle a eu lieu où en premier? Dans notre corps. Quand il ouais, parle du corps qui est un sacrifice parfait, il y a cette idée de l'orientation de tout le corps, la manière dont on utilise notre corps dans le contexte de l'adoration. Et c'est le parallèle avec Romains 1, où justement, dans sa folie, l'homme qui ne veut pas adorer Dieu utilise son corps d'une manière contre nature. c'est ça. Et donc, il y a un rapport de la réalité avec le corps qui est absolument essentiel. Et je pense que ça, c'est aussi une des faiblesses de l'évangélisme contemporain, qui a peut-être une théologie un petit peu éthérée et qui oublie la force, encore une fois aussi, des symboles de la Bible. Alors, hors antenne, je te parlais de ce livre que je suis en train de lire. Il y a un autre livre. Attends, vas-y, Vas-y, je meuble prends. 2 secondes. Ouais, ouais. Alors, c'est pas pour meubler, mais simplement pour recontextualiser. Parce que moi, Non, ça y est, c'est fini. je me suis dit, non, non, mais attends, mais du coup, je continue, s'il te plaît. Vas-y, c'est ton podcast. Pourquoi est-ce qu'il parle de cela ici? Parce que quand il a commencé là-dedans, je le voyais venir, je me dis, waouh, il ouvre la boîte de Pandore hein, quand tu parles de la question transgenre, etc. Mais en fait, ce que lui dit, en fait, c'est que c'est pas une coïncidence si la croissance de l'acceptation de l'identité de genre intervient ou coïncide avec l'âge en fait d'internet, des médias, des réseaux sociaux, etc. Parce que ça nous crée un rapport au monde qui est plus justement éthéré et désincarné. Et en fait, cette déconnexion de la réalité physique au monde, de la relation aux autres, etc., en fait, c'est plus facile quand tu te crées une identité aussi sur Internet, de te rappeler que en fait ton identité est déconnectée de ton corps et ça Hmm. vient nourrir ça. Alors qu'il disait, bah en fait, il y a quelques dans l'ère pré-digitale, dans les sociétés agraires, bah, en fait tu travaillais avec tes mains, tu étais dans les champs, tu portais des choses lourdes, tu vois ton travail, ton activité était toujours physique.
elle était toujours en lien avec ton corps et en fait, tu déconnectais pas ta pensée de ton corps. Or, avec le digital, finalement, tu es dans une sphère en fait qui est justement éthérée. Et lui, en fait, il dit que ça crée une espèce de gnosticisme digital, quoi. J'aimais bien Ouais, l'expression. ouais, ça c'est super intéressant. Un des trucs les plus intéressants dans la première partie, je pense. Ouais, je voulais te parler de ce livre-là que je suis en train de lire aussi, qui s'appelle, je le montre, God of All Things. Ah oui, oui, j'en ai entendu parler, ouais. Redécouvrir le sacré dans le monde de tous les jours. Et en fait, il parle du symbolisme de la Bible, justement. Mhm. Et ça, c'est quelque chose en ce moment-là qui me travaille particulièrement, la manière dont, en fait, Dieu se révèle dans la création. Quand nous, on dit Dieu se révèle dans la création, on pense juste à la manière dont il manifeste sa majesté et sa beauté, sa grandeur, juste en disant, purée, que C'est beau. la création est grande et c'est beau et c'est immense, etc. Mais en fait, la symbolique biblique nous montre que Dieu se révèle dans tout ce qu'il a créé. Et donc, c'est intéressant justement de questionner de quelle manière en fait toute la création et chaque partie de la création nous parle de Dieu d'une certaine manière. Et nous, alors, on est assez familier avec la question de la typologie, où on voit qu'il y a soit des, soit des animaux, soit des institutions, soit des fêtes, soit des choses qui pointaient vers Christ et qui avaient une portée spirituelle. L'agneau, Euh, pour L'agneau, par exemple. voilà, le lion. Mais il y a des choses peut-être plus subtiles qu'on a moins l'habitude d'exploiter. Peut-être on fera un épisode sur la Ouais, symbolique, ce sera intéressant. carrément, carrément. Excellent. Eh bien, écoute, ce que je te propose, du coup, c'est que maintenant que la problématique est bien posée par Brett McCracken, on puisse se retrouver la semaine prochaine pour voir comment, justement, comment construire une pyramide, euh, comment nourrir notre âme à, à l'époque, dans un monde plutôt post-vérité, comment devenir sage, comment trouver la sagesse. Et on verra ça la semaine prochaine. En attendant, n'oubliez pas De, qu'on vous aime. voilà. Euh, si vous êtes forcément sur du digital en nous écoutant, forcément par Bah oui, smartphone ou voilà et tout, vous avez fait votre quota pour la journée là. Je pense que ouais. ça va. Pas besoin d'aller sur YouTube. Enfin non, vous êtes sur Alors YouTube. Il y en a qui sont peut-être, sur YouTube. Ouais. peut-être, peut-être, ce que vous pouvez faire pour le prochain épisode, c'est de faire quelque chose de manuel ou de physique en même temps que vous nous écoutez. Voilà. Par exemple, Des burpees. Vous des faites une burpees, heure et mais demie ça, de c'est burpees. les burpees, c'est encore très centré sur moi. Allez couper du bois ou ranger la cave, ou si vous habitez en ville, allez vous reconnecter avec les arbres. Allez faire des câlins avec les... Non, Et tu sais que ça que je l'ai vu de mes yeux. Hein. t'étais Dans, avec dans Dave? Grenoble. Ah Euh, non, dans Grenoble. dans Grenoble. Oh, pétard. Je vois un mec qui s'approche. En fait, ils étaient plusieurs. Enfin, non, en fait, j'en vois un. Il s'approche. Il commence à prendre un arbre là, dans le parc Paul Mistral. Là, c'est le grand parc au centre de Grenoble. C'est un peu notre central park à nous. Et en fait, le gars, et je le vois comme ça. Et puis, tu sais, il lui fait des câlins, quoi. Hmm. Puis je voyais ses lèvres bouger et tout. Je dis, attends, il est en train de lui parler, de lui faire des câlins. Je dis, mais what? Puis je regarde à côté. Et puis, 10 mètres plus loin, j'en vois un autre comme ça. Je dis, mais C'est qu'est-ce qui se magnifique. passe? Et en fait, je regarde. Et en fait, sur plein d'arbres, je vois des gonzes faire ça, des hommes, des femmes. Et en fait, je pense qu'il y avait un groupe qui faisait le truc. Parce que sur le moment, si j'en vois un deuxième, je dis, mais ça y est, ils ont tous craqué, c'est fini. Et en fait, j'ai compris après qu'il y avait un groupe qui se faisait sa petite thérapie, quoi. Mais j'étais pas Hmm. bien. Eh Mais un bien, câlin ne d'une faites heure et pas demie ça. à un arbre, c'est long. Et Non, ça va c'est rendre très les très autres long. jaloux. Donc allez faire un câlin à la forêt. Ouais, ouais, D'accord? ouais. Et au sanglier. Ça peut être une expérience aussi sympathique. Oui, racontez-nous après en commentaire. Voilà, racontez-nous en commentaire. Bien, allez, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Raph. Salut. Salut Matt.